Saint-Louis au Sénégal. L'ancienne capitale coloniale de l'Afrique française connaît à présent un bien triste titre de gloire. C'est la ville d'Afrique la plus menacée par l'élévation du niveau de la mer. À chaque saison des pluies, des milliers de personnes sont confrontées à des bouleversements dus aux inondations. Le maire de Saint-Louis, Cheikh Mamadou Habiboulaye Dié, essaie de protéger cette ville portuaire contre l'invasion de l'eau. Mais les perspectives sont peu encourageantes. Si jamais les choses se poursuivent inexorablement, c'est évidemment que la ville de Saint-Louis qui va être obligée d'être déplacée. Mais c'est une idée et une possibilité que nous ne voulons pas. Il nous montre les problèmes à Saint-Louis et nous les suivons tandis qu'il mentionne l'état critique de sa ville au sommet mondial des mers sur le climat à Mexico. Il y a aussi des leçons à tirer de la ville de Mexico qui a connu son lot de catastrophes naturelles. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et les maires comme lui dans le monde entier échangent des stratégies pour se préparer à d'éventuelles catastrophes. Dans cet épisode, le maire de Saint-Louis au Sénégal est notre reporter de la planète. Voici son histoire. Saint-Louis est très spécial parce que Saint-Louis, c'est l'histoire et l'âme de ce pays. Le Sénégal s'est fait ici. Les grands intellectuels de ce pays ont été formés ici, que ce soit du point de vue religieux comme du point de vue politique et intellectuel. Saint-Louis, c'est tout ce que le Sénégal a. Donc moi, je suis né à Saint-Louis le 12 novembre 1965. L'enfance à Saint-Louis, c'est une enfance très agréable. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons tout pour satisfaire un enfant. Des aires de jeu, une bonne entente, des familles en symbiose et où tout le monde participait à l'éducation de tout le monde. En fait, la ville de Saint-Louis, ce qui fait sa beauté fait aussi sa faiblesse. Nous sommes dans une zone qui est extrêmement exposée, puisqu'il s'agit de 4800 hectares, dont les 2 tiers sont inondables. Et c'est donc une zone extrêmement fragile. Vous voyez ici, nous avons le fleuve. De l'autre côté, à moins de 200 mètres, nous avons la mer. Et il se pose un problème par rapport au changement climatique. Comment est-ce que la ville pourrait s'adapter? Comment ferons-nous pour faire en sorte que ce qui fait la beauté de la ville de Saint-Louis ne puisse pas causer son désastre? À la mairie, les inondations affectent chaque aspect du travail du maire, M. Dié. Compte tenu de l'élévation du niveau de la mer et des pluies croissantes provoquées par le changement climatique, ces problèmes risquent de s'aggraver pour les 250 000 résidents de la ville. Mais protéger le littoral de la ville incombe au gouvernement national. Il essaie toujours de trouver les 30 millions de dollars nécessaires pour réparer les défenses côtières. Une telle somme présente un véritable défi pour un des pays les plus pauvres au monde. Le budget annuel de Saint-Louis se chiffre à tout juste 5 millions de dollars. Saint-Louis est une zone d'eau. Lorsque la mer avance, c'est toute la menace qui est sur ces 17 km de côte. Et de l'autre côté, quand on avance plus loin, quand les eaux arrivent sur Saint-Louis, c'est l'île en tant que telle qui pose problème. Il est extrêmement urgent que nous procédons, par rapport au changement climatique, à la protection de cette bande de terre qui, à elle seule, englobe plus de 80 000 personnes dans la ville de Saint-Louis. La surconcentration humaine qui existe rien que sur ce réduit du quartier des pêcheurs n'existe nulle part en Afrique. Toute la problématique que nous posons, toute l'interaction entre le changement climatique et le cadre de vie, l'habitation à Saint-Louis, n'a d'autre fin et d'autre utilité que de sensibiliser à l'intérieur du Sénégal et de sensibiliser à l'échelle internationale pour que ce phénomène inexorable ne puisse pas se produire. Ma grand-mère, moi, me disait que quand elle était toute petite, pour aller à la mer, elle faisait plus de 300 mètres pour aller trouver l'eau de la mer. Maintenant, vous voyez que la mer est à 0,50 m des maisons. Et quand il y a tempête, c'est à l'intérieur des maisons
que les vagues se retrouvent. Vous voyez, donc ici c'est la digue de protection, c'est cette barrière qui a été édifiée au siècle dernier. Et vous voyez son niveau de dégradation. Comment pourrons-nous assurer notre propre sécurité, la sécurité de nos enfants, avec comme pour seule protection ce mur, qui n'est même pas un mur continu, puisque à partir de 50 mètres plus loin, le mur n'existe plus et les maisons sont livrées à la furie de la mer. Cette année, les eaux de pluie sont entrées jusque dans nos maisons. Je ne pouvais pas faire la cuisine et certains jours, les enfants n'ont pas pu manger. La deuxième vague de pluie m'a complètement anéanti. Je ne savais pas quoi faire, ni où aller. Ces difficultés m'ont beaucoup affecté, tout comme la plupart de mes voisins. Nous avons besoin d'aide à tout prix. Même si de l'argent a été récolté pour protéger le littoral, de l'autre côté de la ville, l'élévation du niveau de la rivière représente un danger. En 2000, une digue a été construite pour contenir la rivière grossie par les pluies. Mais lorsqu'on se bat contre les éléments, la solution peut aussi être source de problèmes. Donc là, nous allons visiter la digue Est qui ceinture l'île de Sor. C'est simplement pour montrer que quand il y a les phénomènes liés au changement climatique, les actions sont toujours souhaitables. Mais pour les actions, il faut bien les penser et bien les réfléchir. Nous sommes aujourd'hui sur la digue Est. Mais cette digue, autant elle est importante par rapport au cru du fleuve, autant elle pose problème aussi par rapport aux eaux de pluie. Parce qu'elle sert d'entonnoir, elle enferme les eaux de pluie à l'intérieur des maisons. Et cette cuvette, vous comprenez que c'est extrêmement toxique parce que simplement les populations dans le dénuement ont décidé simplement de venir occuper des zones qui sont non aedificantes. Parce que la circulation foncière, la pression foncière est extrême et les populations n'ayant nulle part à aller pour trouver un habitat sont obligées de venir ici. Voici donc un exemple très édifiant, où à défaut d'avoir des moyens du sable pour pouvoir véritablement remblayer, ils utilisent quoi? Des ordures. Et c'est avec des ordures qu'ils comblent ces déficits-là. Et vous pouvez donc comprendre que quand les eaux arrivent avec ces résiduels d'eau, vous pouvez imaginer le contraste qu'il y a et le danger que cela peut représenter pour la santé des enfants, pour la santé de la famille et la santé en général dans la ville de Saint-Louis, de pouvoir vivre sur des tas d'ordures mélangées à de l'eau de pluie ou mélangées à des eaux usées domestiques. C'est ce cocktail explosif qui amène les périls du point de vue de la santé communautaire et qui sont extrêmement préjudiciables à la qualité de vie dans la ville de Saint-Louis. Il est important que vous puissiez entendre quelqu'un qui vit cette réalité au quotidien avec ses enfants. Voilà, nous sommes chez un citoyen de la ville de Saint-Louis, M. Sen en l'occurrence, qui a été un des premiers à habiter cette zone-là. Cette année, par la force des choses, il y a eu un remblaiement qui a fait une certaine beauté après l'évaporation des eaux. Mais il y a de cela 3 mois, nous avions des niveaux d'eau où on se demandait même comment les gens survivaient ici. En tout cas, les plus faibles en ont porté des maladies
Et moi-même, j'ai été attentif pour voir qu'il y a de ces jeunes enfants qui sont décédés. Tout à côté, il était asthmatique. Il a expiré devant moi à l'hôpital. Mais quand on a l'information que des hypothèses très très pessimistes menacent une ville comme Saint-Louis, je dis menace de disparition, et ce sont des réflexions très très poussées, ce sont des hypothèses. Alors ça me fait peur. Qu'en sera-t-il des générations futures? Bon, je ne sais pas. Donc nous sommes à l'hôpital de Saint-Louis et chaque fois qu'il y a les eaux de pluie et les phénomènes liés au changement climatique, vous pouvez donc comprendre l'extrême précarité et le dénuement de nos populations. Comment ça va? Ça va, ça va. Voilà, nous sommes au niveau des caves de l'hôpital et je suis en présence du responsable de l'hygiène de l'hôpital. Je crois que mieux que personne, il pourra nous expliquer quelle est la situation au niveau des caves de l'hôpital par rapport à tous les problèmes que nous décrions. Bon, bonjour, merci. Vraiment, comme nous constatons nous-mêmes, vous voyez également que cette cave-là est totalement inondée. Donc en permanence, l'hôpital est envahi de moustiques. Donc ces moustiques-là, avec également le phénomène du pollution nosocomial, ça pose vraiment problème. Nous sommes à l'intérieur des caves de l'hôpital de Saint-Louis. Cette situation-ci est le lot de tous les bâtiments, les grands immeubles de l'île patrimoine mondial. Vous pouvez donc comprendre que ces vides techniques qui étaient là depuis l'époque coloniale sont aujourd'hui complètement remplis par les eaux, la remontée capillaire des eaux, dû au phénomène de l'accroissement du niveau du fleuve, mais aussi parfois ça rencontre des tuyaux d'évacuation d'eau usée domestique et c'est un mélange fétide d'eau usée domestique avec les eaux de pluie. Dans quelques mois, il va commencer à pleuvoir à Saint-Louis, ce qui entraînera d'autres inondations, des eaux d'égout usées et des maladies. Cela risque d'empirer. Les experts affirment que la situation météorologique en Afrique de l'Ouest risque d'être plus imprévisible à cause du changement climatique. Monsieur Dié se rend compte que sa petite mairie, ou même tout le Sénégal, seront vite dépassés par les problèmes auxquels est confronté Saint-Louis. Il décide de les mettre sur le devant de la scène internationale. Il participera au sommet mondial des maires sur le climat à Mexico. Saura-t-il attirer l'attention des leaders d'autres villes sur les problèmes de Saint-Louis? Le sommet mondial des maires sur le climat à Mexico est une initiative internationale qui encourage les maires à donner la priorité à la réduction des risques de désastres. Ensemble, les villes œuvrent à combattre les causes et effets du changement climatique et cherchent à pallier le retard des gouvernements nationaux dans ce domaine. Je crois tout simplement que les gouvernements locaux peuvent prendre les devants plutôt que d'attendre que les gouvernements nationaux parviennent à un accord, car les besoins des habitants n'attendent pas. C'est l'occasion pour M. Dié de mettre les inquiétudes de Saint-Louis sur le même plan que celles des grandes villes d'Europe et d'Amérique. Les budgets colossaux qui sont pratiqués au niveau des villes du Nord, ça frustre beaucoup. Il ne faudrait pas que les populations de Toronto ou de Tokyo ou de Paris puissent se sentir à l'aise par rapport au changement climatique quand d'autres qui sont au sud et particulièrement à Saint-Louis les subissent de plein fouet alors qu'ils ne sont pas les responsables de cela. Nous sommes là, nous n'avons absolument pas contribué sur les phénomènes du changement climatique, mais je peux assurer que les villes africaines sont les villes qui subissent le plus au monde les phénomènes du changement climatique. Je suis là pour porter la voix de ceux-là qui ne sont pas souvent entendus et pas souvent invités et qui font partie de ce monde
et qu'il est important que le monde global, l'humanité tout entière, montre que cette fois-ci, que nous sommes capables de solidarité. Et qui dit solidarité, cela suppose regarder de gauche à droite, mais regarder aussi de haut en bas. Et c'est cela le message que je porte. Je vous remercie. En fin de journée, M. Dié a l'opportunité de parler avec Marcelo Ebrard, le maire de Mexico qui organise cet événement. Sa ville fait presque la taille du Sénégal. Il est en ce moment en train de préparer la conférence de Cancun sur le changement climatique dans laquelle il joue un rôle clé. Nous avons une approche semblable face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les gouvernements nationaux sont très lents à prendre des décisions. Vous, moi et les villes entières avons confirmé qu'il existe un risque à court terme. C'est pourquoi la ville de Mexico aussi doit, je le pense sincèrement, doit beaucoup peser pour être l'avocat des villes pauvres qui sont sujets au changement climatique. Et c'est sur cela que pour Cancun, pour les villes pour le changement climatique que vous dirigez, je pense qu'il serait très intéressant si la solidarité des villes commence à agir pour aider les petites villes. Nous nous rendons donc à Cancun afin de nous battre pour récolter des fonds et obtenir justice, ainsi qu'une approche égalitaire de l'action pour le climat. Quand il y a l'inondation, c'est chez le maire qu'on appuie. Les populations, ils appellent le maire, ils n'appellent pas le président de la République. C'est pareil pour tout le monde. La conférence terminée, M. Dié flâne dans Mexico pour voir si la petite ville de Saint-Louis peut tirer des enseignements de cette mégalopole. En apparence, Mexico n'a pas grand-chose en commun avec la petite ville de Saint-Louis. Mais c'est une cité en proie à une lutte perpétuelle contre son environnement naturel, entourée de volcans en activité et menacée par des inondations et des séismes destructeurs. Monsieur Dié veut découvrir comment Mexico gère ces désastres potentiels. En 1985, la ville a été secouée par un tremblement de terre d'une magnitude de 8,1 sur l'échelle de Richter. Bilan, plus de 10 000 morts. La ville a mis en place de nombreuses mesures antisismiques, mais le véritable défi consiste à préparer les citoyens. Comment préparer les gens à un tremblement de terre? Parce que nous oublions plus vite. Le tremblement de terre est un souvenir douloureux qu'on essaie d'occulter à tout prix. Alors, comment montrer la marche à suivre dans les écoles, sur les lieux de travail et les bureaux, avec une société qui veut oublier? Donc, nous mettons en place des exercices jour après jour, pas forcément pour parler du prochain tremblement de terre, mais pour discuter des mesures si un tel événement se présente. Au Centre médical national, une peinture murale illustre ce que l'hôpital a subi pendant le tremblement de terre. Lors d'une visite privée, M. Dié découvre par lui-même les nombreuses mesures qui protègent l'hôpital. Plusieurs unités ont été déplacées à l'intérieur du pays, loin de la zone sismique. Les bâtiments existants ont été modernisés pour épargner des services vitaux. Monsieur le maire, nous nous trouvons dans le centre de contrôle de l'énergie de l'hôpital. Nous avons un système régulier géré par un équipement de pointe. Mais nous avons aussi ce générateur auxiliaire qui se met en marche 7 secondes après la panne générale dans la ville.
Et ici, ce réseau de conduite achemine de l'oxygène, de la vapeur et de l'oxyde nitrique, ce qui nous semble essentiel pour l'hôpital. Le dernier jour, M. Diez s'aperçoit que Saint-Louis et Mexico font face à une menace commune. Les inondations. Étonnamment, bien que Mexico se trouve à une altitude de plus de 2000 mètres, elle est en fait construite dans le lit asséché d'un lac. Et lors de pluies diluviennes, des crues subites envahissent plusieurs zones de la ville. En 2010, plus de 30 personnes ont péri lors d'une seule inondation. Notre ville est dans une cuvette, à une altitude élevée. Donc les changements de précipitation la mettent en péril. En fait, nous sommes en danger en permanence. Mais ces 5 dernières années en particulier, nous avons observé des changements de précipitation spectaculaires. Nous avons donc davantage d'eau en moins de temps. C'est un gros risque pour la ville. Si cette tendance continue dans les années à venir, la ville se trouvera dans une situation très délicate, extrêmement dangereuse, encore plus qu'avec un tremblement de terre. Mexico a investi $1 milliard dans un tunnel de drainage qui réduira le risque d'inondation. Mais M. Diez rend visite à l'un des plus grands experts de l'eau et découvre que les solutions financières ne suffisent pas pour surmonter les obstacles naturels. Il faut se préoccuper de la vie des citoyens. Dans la ville de Mexico, nous avons enlevé l'eau et construit une ville à la place. Allons voir cette carte, là-bas. Tenochtitlan était ainsi. Lorsqu'il pleut à verse, les rues sont inondées. Je pense que la transformation radicale de l'histoire de l'urbanisme a eu lieu ici. Parce que nous avons enlevé l'eau et l'avons remplacée par une ville. C'est le problème de Mexico. Comment allons-nous le solutionner? Êtes-vous quelque part optimiste dans les capacités de la ville de Mexico à gérer ce problème-là, ou êtes-vous de ceux-là qui pensent que la situation est irrémédiablement perdue? Je suis très optimiste quant aux forces sociales présentes parmi la population de Mexico. Je ne crois pas aux plans d'architectes, même s'ils sont célèbres, ni aux techniciens, grandes entreprises ou gouvernements, sauf s'ils savent qu'ils doivent exprimer la volonté des gens. Quand une société ne comprend pas comment fonctionne la nature, elle court droit à la catastrophe. Il faut être moins arrogant et imbu de notre supériorité, tout en comprenant que la nature a beaucoup à nous apprendre. Ici, à Mexico, nous avons bâti une société contre nature, et à présent, nous revenons vers elle. J'espère que, comme moi, vous avez été impressionné par la formidable énergie de M. Georges, le professeur, et qu'on découvre que partout où l'on est dans le monde, toutes les villes se ressemblent, puisque c'est des gens qui sont là-bas, qui se battent contre le déferlement des éléments naturels, contre les changements climatiques, contre l'arrivée des eaux. Et partout, il y a ce formidable espoir, malgré les difficultés, de voir la vie continuer à perdurer et que l'homme continue à avoir sa place dans nos villes. Le maire est rentré chez lui, à Saint-Louis. Le voyage à Mexico n'a pas offert de solution rapide à l'élévation du niveau de la mer. Mais M. Diez espère qu'il n'est plus seul face à ce problème. C'était un moment important pour la ville de Saint-Louis de faire partager sa connaissance de l'espace de Saint-Louis et de s'enrichir des expériences des autres pays du monde. Et aujourd'hui, donc, nous comprenons que les enjeux liés au changement climatique sont des phénomènes mondiaux. Et ces phénomènes-là interpellent la conscience de l'humanité tout entière,
nous sommes tous responsables de ce qu'est devenue la planète aujourd'hui. Et il incombe que cette responsabilité nous amène à changer de méthode et à changer de comportement pour que demain, le monde se sente mieux et que nos enfants puissent mieux grandir. Tout le monde peut devenir reporter de la planète. Pour savoir comment participer à ce débat international, rendez-vous sur www.open.ac.uk/openlearn/Earth Reporters.